Nous sommes face à un problème de taille. Comment réduire l'Allemagne à quelques phrases? En un siècle et demi à peine, ce relativement jeune pays a vécu assez d'histoires pour remplir 1000 bibliothèques, a nourri l'infamie, le mal pur, puis confronté des démons pour devenir un géant. La plus large population de l'Union, la plus forte économie du continent, partout où l'on regarde, l'Allemagne est incompressible, insaisissable. Alors si les mots manquent, peut-être faut-il les fuir. Oui, cette superpuissance, modèle d'efficience a d'autres langages. Celui du cœur et d'un romantisme turbulent. Celui du son, aucune nation n'a plus d'orchestre. Quelle ville vibre plus fort que Berlin? Celui du rêve, enfin, qui obsède sa sélection. Cet été, elle vise la gloire, sans condition. Et nous serons nombreux à jouer avec cette ambition. L'Allemagne, elle, jouera à la maison. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour lancer le week-end à J-6 de l'Euro, avec le 22e épisode de retour. Et ouais, c'est l'Allemagne qui sera à la maison, mais qui a aussi une très grosse pression. C'est en partie d'ailleurs la pression de l'histoire pour la sélection qui est de très loin la plus décorée de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. Depuis 72, l'Allemagne, 9 demi-finales, 6 finales, 3 titres. Ils sont les détenteurs des records de toutes ces catégories. Personne d'autre à 9 demi-finales, et je veux dire personne en est proche. Personne d'autre à 6 finales, et personne n'a plus de 3 titres. L'Espagne en a 3 aussi, mais personne en a 4. Le premier Euro qu'il remporte, c'est le premier qu'il joue. En 72, ils sont portés par un immense Gerd Müller, qui inscrit un doublé en demi-finale contre la Belgique, et un autre en finale contre l'URSS. Leur deuxième Euro, c'est 1980, une finale contre la Belgique, cette victoire 2-1 grâce à un but à la 88e minute, et encore un dénouement épique en 96, où ils font tomber l'Angleterre au tir au but en demi, avant de renverser les Tchèques avec un doublé de Bierhoff, qui sort du banc pour inscrire d'abord le but de l'égalisation, 73e, puis en prolongation, le but en or. 3 euros pour l'Allemagne, et bien sûr 4 Coupes du Monde. Ce rouleau compresseur est bel et bien le Brésil de l'Europe, la plus grande nation européenne de l'histoire. Mais récemment, bien sûr, l'histoire est un peu différente. Ils sont sortis en phase de groupe de la Coupe du Monde 2018, le choc pour le tenant du titre. Ils sont éliminés en 8e de l'Euro 2021 par l'Angleterre, et encore sortis en groupe de la Coupe du Monde suivante en 2022. Les standards historiques de l'Allemagne sont tellement élevés que pas de demi-finale de tournoi majeur depuis 2016, depuis 8 ans. C'est quasiment la pire période de l'histoire de cette sélection. Aujourd'hui, et encore plus à la maison, l'Allemagne n'a pas le droit à l'erreur. Mais alors pourtant, il n'y a pas si longtemps, ça faisait un petit peu peur. Le 2023 de l'Allemagne a été totalement chaotique, au point d'enchaîner 5 matchs consécutifs sans victoire, dont une gifle reçue, une défaite absolument humiliante contre le Japon, 4-1 à Wolfsburg. À moins d'un an de son Euro, l'Allemagne change de sélectionneur, vire Hansi Flick, prend Julian Nagelsmann, qui a changé le système, a changé les hommes, a fait des choix très forts, et a plutôt réussi à transformer l'état d'esprit autour de la sélection, surtout grâce au rassemblement de mars. Avec 2 victoires contre la France, en France, et contre les Pays-Bas, l'Allemagne s'est rassurée. Il y a quelques jours, un nul 0-0 contre l'Ukraine, et hier soir, c'est pour ça que j'ai attendu ce matin pour faire cette vidéo, hier soir, le dernier match de prépa, une victoire 2-1 contre la Grèce, sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, on va parler un peu de l'effectif allemand. Quelle matière a Julian Nagelsmann à sa disposition? Bon, déjà, il a fait des choix très forts. Pas de Mats Hummels, pas de Leon Goretzka, pas non plus de Julian Brandt, et pas de Karim David Adeyemi. Et on pourrait parler de 3 autres, mais la 5e absence majeure, c'est sans doute Serge Gnabry, pour le coup, forfait, à cause d'une blessure. Et alors, malgré ça, je trouve que le 11 que Nagelsmann a choisi hier, qui ressemble à son 11 type, je pense que c'est celui qu'il s'imagine mettre en place contre l'Écosse. En tout cas, avant ce match contre la Grèce, c'était pour lui son 11 clair. Neuer, une charnière centrale, Antonio Rüdiger, il sort d'une top saison au Real, Jonathan Tah, pareil à Leverkusen, même si plutôt dans une défense à 3, Joshua Kimmich en tant que latéral droit, Maximilian Mittelstädt en tant que latéral gauche, qui a fait une grosse saison à Stuttgart, Toni Kroos, Andrich, qui a fini la saison titulaire du côté de Leverkusen, et après, Florian Wirtz, qui était à gauche, même s'il a permuté de temps en temps avec Musiala, qui était à droite. Et je pense qu'il y a encore des interrogations sur le placement de ce trio avec Gundogan, mais ça, franchement, sur le papier, c'est hyper séduisant. Et Kai Havertz en pointe, qui lui aussi a fini très fort avec Arsenal. T'as une colonne vertébrale avec énormément d'expérience, des vrais tauliers, 2 des joueurs les plus prometteurs du foot mondial. Ça ressemble à une vraie belle équipe. Pourtant, je trouve que ça marche pas très bien. Bien sûr,
c'est un match de préparation. L'objectif principal, clairement, c'est d'arriver juste avec un petit peu de temps de jeu dans les jambes, sans blessure. La Grèce était pas mal en plus, je trouve que c'était une vraie belle équipe qui aurait 100% sa place à l'Euro. Mais ce match de prépa, malgré la victoire 2-1, on va l'analyser un petit peu pour montrer toutes les lacunes qu'il y a chez cette Allemagne. La première chose, la structure défensive, pour moi, ne marche pas. On a vu l'Allemagne alterner entre un bloc médian un petit peu agressif et même un bloc haut ici, avec Jamal Musiala qui sort sur le porteur. Honnêtement, les Grecs n'étaient pas très gênés et étaient capables ensuite d'aller trouver l'espace dans le dos. On voit Joshua Kimmich ici qui est battu par son vis-à-vis. On voit une ligne de 4 qui se retrouve à courir vers son but. Cet espace-là dans le couloir gauche, Kimmich, Rudiger. Rudiger, joueur que j'adore, un de mes défenseurs préférés sur la protection de surface. C'est un des premiers noms que je coche, que je mets dans mon équipe. Pour couvrir le grand espace, dans son dos, c'est pas le plus rapide et on a vu des moments de vulnérabilité de l'Allemagne dans cette zone. Encore une fois, on voit Kimmich monter ici très très haut, coller le porteur derrière avec du jeu à l'intérieur. La Grèce initie un mouvement extrêmement dangereux et si elle joue un peu mieux le coup, peut être à 1-0 au bout d'un quart d'heure dans ce match. Et encore une fois, cette idée d'être haut pour une sélection encore plus, ça me séduit, j'aime bien l'intention, mais je vois beaucoup de joueurs pris dans le no man's land. Gundogan, pas vraiment à distance d'intervention. Kimmich, qui est-ce qu'il est vraiment en train de couvrir? Et Rudiger, coincé entre deux. C'est trop facile pour la Grèce de trancher cette faible tentative de pression et d'accélérer derrière, là où ça fait mal pour l'Allemagne. Et tout au long du match, on a vu l'Allemagne souffrir en transition défensive. 10 minutes plus tard, on le voit ici, une tentative de contre-pression qui marche pas et tu te retrouves en 1 contre 2 dans le grand espace. Tactiquement, je dois dire, je trouve ça un peu inquiétant parce qu'autant sur le niveau individuel, le rendement de certains joueurs hier, c'est juste un match de prépa, on s'en fout. Mais réparer ça en quelques jours, si l'Allemagne a l'ambition de presser, d'être extrêmement haute et qu'elle concède autant de situations dangereuses, elle va se retrouver dans une impossibilité tactique. Et ce manque de qualité sur sa structure défensive, je trouve ça pas hyper rassurant. Ensuite, sur la phase avec ballon, je trouve que les moments de construction et de préparation de l'Allemagne sont un peu mous. Je trouve ce 4-2-3 un petit peu statique, donc on voit là Andrich, Kroos qui forment la base de l'entrejeu, qui sont très proches l'un de l'autre. Gundo qui est ici un petit peu en décrochage. Honnêtement, l'idée est pas si mauvaise de la part de Florian Wirtz. Si Kimmich a senti le truc et monte d'une ligne, il y a tout un champ qui s'ouvre derrière à aller attaquer, un bon renversement à l'intérieur, mais ce truc il l'a pas vraiment senti. Et derrière, c'est hyper dangereux. En plus, je vois Antonio Rudiger qui est en grande difficulté, qui perd un duel, et il faut un double arrêt un peu miraculeux de Manuel Neuer pour empêcher l'Allemagne de passer à 0-1 au bout de 6 minutes de jeu. Un autre exemple où on voit pas mal de choses, je trouve, sur la phase de préparation, déjà à quel point ce 4-2-3-1 sur les joueurs offensifs, c'est très très axial et ils sont tous très proches les uns des autres. Là, c'est Wirtz, Musiala, Gundo. Il n'y a pas énormément de largeur, même si là, il y a Mittelstädt. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder la position de Kroos et celle de Andrich, très asymétrique. C'est Kroos aussi dans son rôle Real Madrid, où il est souvent un petit peu en retrait, aux côtés d'un défenseur central pour utiliser son jeu long, être dans un fauteuil, le quarterback, etc. Mais Andrich, pour moi, surtout un milieu défensif d'agression, pas un super milieu de construction. Et quand il y a du jeu, t'as Andrich par exemple, je trouve que ça manque un petit peu de justesse technique et à la fois l'Allemagne se met en danger mais impulse pas suffisamment de rythme aussi dans sa phase de préparation pour trouver les décalages dans le dernier tiers. Et je vois aussi des actions comme ça, bon celle-là elle parle d'elle-même, mais Robert Andrich encore une fois ici qui essaye de pivoter, s'orienter dans le sens du jeu et ça passe un petit peu trop dans le dos de Musiala, ça tâte pas super bien le ballon, il y a un petit manque de justesse dans cette phase de préparation et je suis pas hyper convaincu par Andrich aux côtés de Kroos. Et je trouve que pour toute la qualité technique qu'il y a dans cette équipe d'Allemagne, ce quatuor par exemple, ça pourrait être une forme de carré magique, c'est pas le Brésil de l'époque, mais Musiala, Wirtz, Havertz, Gundo, dans les petits espaces ça peut être sympa, même derrière Kroos, un Joshua Kimmich, mais la réalité c'est que ça n'a pas encore cliqué et c'est très très axial. Je trouve que ça manque un petit peu de danger sur la largeur. Kimmich là qui va être servi, il n'y a pas grand chose qui sort de cette action parce que c'est pas vraiment un joueur de percussion sur son flanc. Ma sensation c'est que Gundo est pas vraiment un 10. Musiala et Wirtz sont pas hyper bien utilisés. Et Kai Havertz, quand tu as déjà autant de toucheurs de ballon dans des zones un petit peu plus basses par rapport à la surface, peut-être qu'il manque un point de fixation. Et dans l'ensemble, on voit le bloc grec qui peut être très très compact sur la largeur, laisser les flancs ouverts, parce que ouais, l'Allemagne manque pas mal de dynamisme sur les côtés. Mais donc ouais, assez logiquement, on voit les deux choix à la mi-temps, les deux changements, Raum qui rentre à la place de Mittelstädt et Sané à la place de Florian Wirtz. L'Allemagne essaye de mettre un petit peu plus de qualité de percussion sur les flancs, et en exploitant davantage la largeur, on voit ici en essayant d'étirer ce bloc grec à l'intérieur, et bah sur cette séquence, moi j'ai vu le meilleur de ce qu'est capable de faire l'Allemagne. Kroos dans un fauteuil, qui trouve Jamal Musiala dans le demi-espace, entre les lignes, et derrière avec la qualité technique de Musiala, et on voit sur cet enchaînement que là il est dans son élément, ça c'est sa zone préférentielle. Là il y a quelque chose.
mais pour moi, ça, c'est presque l'arme numéro 1 de l'Allemagne. Si j'étais allemand, le but de l'égalisation, c'est celui qui me ferait le plus plaisir, parce qu'on voit Kroos et Andrich qui réussissent à combiner, Gundo qui a pas sorti un grand match et qui pourtant, dans le petit espace, jeu de déviation, réussit à trouver Sané, entrant, peut-être du jeu pour lui, et qui averte son pivot qui conclut, beau but. Le deuxième, et la finition est superbe. Par contre, la construction, pour moi, signe des problèmes qu'il y a en Allemagne. Kai Havertz qui se retrouve aile droite comme ça, à centrer dans la boîte pour qui Jamal Musiala à la réception, ce genre d'action, pour moi, ça donne jamais rien. Après, ça atterrit dans les pieds de Pascal Gross, ok, superbe reprise demi-volée et petit filet, mais ouais, ça c'est pas un super circuit, c'est pas du très très bon jeu offensif. Si je suis Nagelsmann, je suis pas extrêmement convaincu. Comment est-ce que tu fais vraiment fonctionner ce 4-2-3-1 avec aussi peu d'apport sur la largeur? Est-ce que Sané doit jouer un plus gros rôle? Mais dans ce cas-là, qui est-ce que tu fais sortir du quatuor? Musiala? Wirtz sur le banc? Pas Gundo, le capitaine c'est impossible. Peut-être que Chris Führich de Stuttgart, qui fait une grosse saison, est intéressant sur les choix. Je trouve qu'il y a des choix osés de Nagelsmann. Il est capable de sortir encore une folie avant l'Euro, mais je ne sais pas exactement comment tu composes avec ce quatuor. Et après, il y a la question aussi du rendement individuel de certains cadres en sélection. Franchement, Neuer, même s'il sort ce très très gros double arrêt au début, c'est son énorme bourde qui permet à la Grèce de prendre l'avantage. Et bon, faut dire, c'est la deuxième en pas longtemps. Anthony Rudiger aussi, ça doit être le patron de cette charnière, de cette défense. J'ai trouvé un peu inquiétant contre la Grèce. Toni Kroos, j'ai pas vu énormément de choses, mais ouais, Gundo, je suis pas rassuré. Franchement, je trouve qu'il y a un bel écart entre le 11 sur le papier, c'est non, et à la fois leur rendement en Allemagne, mais aussi ce qu'ils sont capables de produire collectivement. Et alors sur le banc, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Est-ce qu'il pourrait y avoir des adaptations? Je vois mal Nagelsmann mettre Pavlovic à la place d'Andrich. Est-ce que tu peux faire Rüdiger Schlotterbeck comme ça? David Raum à la place de Mittelstädt, je suis pas un fort avis là-dessus. Henriks, Pascal Gross, que j'aime bien, pourtant il était dans ma draft Première Ligue, marque ce but, mais c'est pas des énormes options en sortie de banc. Thomas Müller, qu'est-ce qu'il est encore capable d'apporter? Niklas Füllkrug, il y a peut-être quelque chose à envisager ici. Et après les options, c'est Denis Undav, Maximilian Bayer, avançant très prometteur, qui a sorti une saison là à Hoffenheim à 16 buts en Bundesliga. Est-ce que l'Allemagne peut modifier son idée? Est-ce qu'elle a suffisamment de dynamisme sur la largeur? L'Euro c'est dans une semaine. Je trouve pas que cette Allemagne arrive très prête. Ça va être intéressant ce match d'ouverture parce qu'il y a encore beaucoup de doutes autour de l'Allemagne. Elle n'arrive pas en grande forme. Et donc si elle remporte son groupe A, elle joue contre le deuxième du C. C'est Angleterre, Slovénie, Danemark, Serbie. Donc ça semblerait, sauf s'il y a une erreur de parcours pour l'Angleterre, mais ça semblerait un 8e abordable. En quart, le vainqueur du B, c'est le groupe de la mort avec Espagne, Italie, Croatie, Albanie. Pour moi, pour l'instant, l'Espagne. Et dans un quart de finale Allemagne-Espagne, honnêtement, de tout ce que j'ai vu, pour l'instant, je mets pas l'Allemagne vraiment au-dessus de l'Espagne. Donc voilà, mon feeling est pas extraordinaire. Peut-être un peu à l'encontre des vents positifs qui émergeaient du rassemblement de mars. Cette Allemagne me convainc pas énormément et pourtant j'aime tellement de ces joueurs et j'aimerais la voir faire un grand tournoi. Moi je parle de la last dance de Kroos depuis un moment. Franchement, si ni France ni Pays-Bas peuvent remporter l'Euro, mon choix je pense ce serait l'Allemagne. Et il faut dire aussi, être à la maison, ça peut te porter pendant un moment, mais c'est pas un gage de quoi que ce soit. La dernière fois qu'une équipe à domicile a remporté l'Euro, c'était la France en 84, c'est il y a 40 ans. Derrière, il y a eu pas mal de clims, mine de rien. 2004, bien sûr, le Portugal contre la Grèce, on parlera pas de ce qui s'est passé en 2016, et même le dernier, en vrai, l'Angleterre est à Wembley, c'est un Euro un peu spécial, mais perd aussi en finale. Recevoir à l'Euro, c'est généralement pas vraiment une garantie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis un peu trop dur avec l'Allemagne? Est-ce qu'elle a peut-être suffisamment de ressources quand même dans cette liste de 26 pour nous sortir une phase de groupe extrêmement convaincante, propulser, lancer un peu son tournoi? On sait parfois, les matchs de préparation, les inquiétudes peuvent vite être dissipés. Tu commences, t'attaques très très fort, le public se chauffe. Bon, moi je suis français, je connais aussi cette vibe, et en grand tournoi, derrière ça peut aller très loin. Mais pour l'instant, ouais, on peut que raisonner de ce qu'on a vu pour l'instant, pas hyper convaincu. Hâte d'en voir plus. Les amis, j'espère que ce 22e épisode de retour, de week-end, vous aura plu. Il nous en reste 2, on touche au but. Ça devient si réel, si vrai. Quel bel été on va vivre. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et on se dit à demain.